Ce qu'était un roi de France, chapitre 1er, ruine, anarchie, destruction. Par monarchie française, nous n'entendrons pas celle des Mérovingiens, ni celle des Carolingiens, mais la monarchie qui est issue du fond de la nation avec l'avènement de Hugues Capet, produite par les mêmes causes qui, dans le courant des 8e et 9e siècles, ont fait la société française. La monarchie mérovingienne n'a exercé qu'une souveraineté de conquérant, sans action sur la masse du peuple avec laquelle elle n'a guère pris contact. La monarchie carolingienne a été une royauté militaire, un gouvernement de conquérants intérieurs si l'on peut s'exprimer ainsi, ce qui en explique la rapide extension, l'éclat et la fragilité. La monarchie capétienne a coordonné les éléments vitaux du pays, éléments dont elle s'est formée. Ce qui s'est fait parmi les désordres effroyables nés des invasions barbares qui ont ravagé la France des 8e et 9e siècles. Terreur incessante. Un chacun tremble pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants. Nulle sécurité, partant nul commerce. Les champs sont dévastés, le paysan quitte le labour. De la civilisation romaine, il ne reste que des ruines. Les relations entre les hommes sont rompues. Il n'y a plus d'échange ni d'industrie. Loin de rechercher les voies de communication, on les fuit, car routes et rivières ne charrient plus que le pillage, le meurtre, les violences des brigands et celles des hommes d'armes non moins redoutés. Les hordes barbares, hongrois, normands, saxons, sarrasins se répandent en tout lieu. Les champs retombent en friche, les bêtes sauvages se multiplient dans les solitudes. Dans la France des 8e et 9e siècles, toutes les villes furent détruites. Par ce fait, on imagine la dévastation. Que dirais-je de Paris, écrit Adreval, moine de Fleury-sur-Loire. Cette ville, autrefois resplendissante de gloire et de richesse, célèbre par la fertilité de son territoire, elle n'est plus qu'un monceau de cendres. Et comme, parmi ruines et désordres, nulle autorité nationale ne pouvait subsister, les plus entreprenants et turbulents se mettaient à faire la guerre pour leur compte, à leur plaisir, à leur profit. Les forts égorgeaient les faibles et s'emparaient de leur avoir pour être ensuite, à leur tour, mis à mal par de plus puissants. Les routes ne sont plus que fondrières. Sur les cours d'eau, les ponts s'écroulent. L'habitant va se blottir dans le fond des bois, parmi les landes inaccessibles, sur le haut des monts. On ne construit plus que des huttes en bois, il n'y a plus d'architecture. Les liens qui unissaient les sujets d'un même pays sont rompus, les lois ou coutumes qui fixaient les rapports entre les hommes se sont perdus. La société n'est plus gouvernée par rien. Chapitre 2. La famille refait la France. Dans ces conditions s'est réalisée en France la reconstruction nationale. Un fait important, et qui n'a peut-être pas été mis suffisamment en lumière, les rois carolingiens légiféraient. À dater de l'avènement des Capétiens, 987, les rois en France ne légifèrent plus. Dans les conditions que nous venons de rappeler, ils ne l'auraient pu. Aussi bien ne le fallait-il pas. Par ses énergies profondes, la France est constituée, elle s'est formée d'elle-même, par le dynamisme de sa vie sociale. Là est l'origine de notre civilisation, la plus belle que le monde ait connue. Elle naît, grandit, va s'épanouir avec une rapidité magnifique, de la fin du Xe au début du XIVe siècle. C'est la religion chrétienne en son âme française, rien des Romains. La source vive en est demeurée l'âme des Celtes, nos aïeux, avec leur spiritualisme, leur culte de la Vierge Mère, Notre-Dame de France, leur vie rustique, et voici la chevalerie, les cathédrales, le style français, comme les Allemands nomment le style gothique, opus francigenum, nos fécondes corporations ouvrières, les chants religieux, les chansons populaires, les chansons de geste, le culte du foyer. Œuvre de reconstruction nationale et sociale sans pareille, et plus belle encore à la considérer dans sa source immédiate, la famille. Nous pouvons en être fiers. C'est de la famille française qu'est née notre civilisation. Est-il origine qui puisse nous donner plus légitime orgueil? Parmi la tourmente, la famille résista. Elle se fortifia, elle prit plus de cohésion. Obligée de suffire à ses besoins, elle se donna les organes qui lui étaient nécessaires et pour la résistance aux agressions du dehors et pour sa subsistance,
pour le travail agricole et industriel. L'État n'existe plus. La famille prend la place de l'État, a écrit celui de nos historiens qui a démêlé avec le plus de clairvoyance les origines de l'ancienne France, Jacques Flack. Petit État qui vit entre ses frontières dans son finage, attentivement gardé contre les ennemis du dehors. Il est placé sous l'autorité de son chef naturel, le père de famille. Celui-ci apparaît bien au début de notre histoire comme le pater familias antique, au premier temps de la Grèce et de Rome. Il commande aux troupes qu'il réunit autour de lui et qui portent son nom. Il organise la défense commune, répartit le travail selon les capacités et la condition de chacun. Il règne, le mot est dans les textes, en maître absolu. La famille se développe. Les parents, groupés autour de leur chef, écrit Jacques Flack, forment le noyau d'un compagnonnage étendu, la mesnie. Le sens du mot est bien indiqué par le refrain d'une vieille chanson. Ouvrez la porte, ouvrez, Françoise, ma mignonne, j'once de beaux cadeaux à vous apporter. Françoise répond, mon père est en chagrin, ma mère en grande tristesse, et moi je suis fille de trop grands mesnies pour ouvrir ma porte à cette heure-ci. De trop grands mesnies, de trop bonnes familles. Non seulement dans les chansons de geste, mais dans les contrats, dans les chartes, la mesnie est synonyme de famille. Elle groupe la maisonnée, ceux qu'un chien garde la nuit, comme celui-ci l'explique à l'âne d'un vieux fabliau. Et quand se vient la matinée, que notre mesnie est levée, ils ouvrent l'huisse et j'entrance. La mesnie se développe. À sa tête, le seigneur, marqué d'un caractère patronal, paternel, comme l'autorité qu'il exerce. Un vieux dicton disait « tel seigneur, tel mesnie ». Selon Seigneur, mesnie d'Huit, écrite encore au XVe siècle, Christine de Pisan. La mesnie comprend les parents et les alliés les plus fidèles. Ils sont nourris, élevés, instruits au métier des armes par le seigneur, avec les neveux, les descendants. Aux parents naturels se joignent les parents adoptifs du chef, dont tous lèvent l'enseigne, fixent avec des clous de cuivre le gonfanon à l'extrémité de leur lance en bois verni, dont tous poussent le cri, dont tous portent le nom. Ensemble, ils forment la mesnie Intel. La mesnie s'étend. Elle comprendra un lignage entier, elle comprendra les estranges qui viendront s'y rattacher et leur communiquera les mœurs, les traditions, les sentiments, le caractère familial dont elle est faite. Au point que les mots mesnie, parenté, lignage en arrivent à se confondre. L'esprit dont ces groupes sont animés est le même, qu'en étant que les mêmes expressions ne tarderont pas à les désigner indifféremment l'un ou l'autre. Étroitement familiale dans son origine, la mesnie en arrive au long galais à former un groupe important. Guillaume Courbenay ne compte pas dans sa mesnie moins de 40 bacheliers, fils de noblesse. La mesnie Emery de Narbonne s'enorgueillit des 500 épées que le seigneur fait ranger autour de lui. Réunis autour de leur seigneur, les membres de l'association doivent s'aimer les uns les autres comme parents d'une même famille, au point que cette affection réciproque, qui unit les membres de la mesnie, en fait le caractère essentiel. Un chevalier, pour dire son amour à sa fiancée, l'appelle « ma mesnie chère ». Les membres d'une mesnie doivent avoir pour leur seigneur l'affection qu'on a pour le chef de famille et lui-même doit les protéger et les diriger avec bonté. Aimer, c'est nourrir, et non seulement pour lui un devoir, c'est sagesse, car l'affection qu'il lui témoigne en retour de celle qu'il leur accorde fait sa force et sa puissance. Le comte d'Artois voit ces hommes couchés parmi le sablon. Les ennemis les ont tués de leurs épieux carrés. Sa mesnie est la morte et sanglante, de sa main droite il la bénit. Sur elle il s'attendrit et pleure. Les larmes lui coulent jusqu'à la ceinture. Lisons-nous dans Raoul de Cambrai. Car l'armée même qu'un baron féodal mène en guerre est nommée par les écrivains du temps, poètes et chroniqueurs, sa familia, sa mesnie. Est-il besoin d'ajouter que celle-ci ne comprend pas seulement des éléments militaires? La dame a son palais décent, la sienne mesnie en semant, ses chevaliers, ses demoiselles. Issue de la famille, la mesnie emporte les caractères. Dans les textes latins, elle est désignée par le même mot, familia.
La Mesnie s'étend à son tour et forme le fief à la tête duquel est placé le baron féodal. Chef d'une Mesnie plus puissante, celui-ci puise dans l'autorité du chef de famille un pouvoir fait des mêmes éléments. Le fief apparaît au Moyen Âge comme une famille plus grande dont le suzerain est le père. Si bien que, pour désigner l'ensemble des personnes réunies sous le gouvernement d'un chef féodal, on rencontre fréquemment, dans les textes du XIIe et XIIIe siècle, époque où le régime féodal atteignit son plein épanouissement, le mot familia. Le baron, écrit Jacques Flac, est avant tout un père de famille. Aussi bien l'assimilation entre le seigneur chef du fief et le père, chef de famille, est-elle déjà faite avec précision dans les textes du temps. Considérez le seigneur entouré de ses parents, écrit Jacques Flac, de sa Mesnie, de ses compagnons. Voyez-le réduit à cette clientèle étroite, vous le trouverez néanmoins en état de faire face à tout au point de vue social. Retranché dans un solide donjon qu'une petite garnison d'hommes d'armes suffit à défendre contre une armée, il bravera le plus puissant. Il pourra y abriter les siens et, à la tête des siens, il sera en mesure de les faire respecter ou de les venger. Avec les redevances qu'il perçoit des habitants de ces terres, avec les contributions qu'il lève sur les voisins qui recherchent sa protection, il pourvoit à l'entretien de sa famille, de sa Mesnie. S'il a des domaines assez vastes, il pourra répartir des terres entre ses parents les plus proches ou ses compagnons les plus chers. Mais ceux-ci ne cessent de faire partie de sa Mesnie. Maintes fois les historiens l'ont fait observer. Le fief est un petit État déjà muni des organes nécessaires à une vie indépendante. Une armée groupée autour du suzerain obéit à ses ordres, des vassaux forment son conseil, le cas échéant une cour de justice. Allure générale qui emporte la société entière et peut se dire en quelques mots. Au Xe siècle, l'ensemble des personnes placées sous l'autorité du père de famille est, dans sa charte et chronique, appelé familia. L'ensemble des personnes réunies sous l'autorité du seigneur, chef de la Mesnie, est appelé familia. L'ensemble des personnes réunies sous l'autorité du baron, chef du fief féodal, est appelé familia. Et le territoire sur lequel s'exerce leur autorité, qu'il s'agisse du chef de famille, du chef de Mesnie ou du baron féodal, s'appelle uniformément, dans les mêmes documents, la terre paternelle, patria. Une seigneurie, écrit Seignobos, est un état en miniature, avec son armée, sa coutume, son banc, qui est l'ordonnance du seigneur, son tribunal. Les gens qui l'habitent appellent ceux du dehors des forains, étrangers. La France a été, plus qu'un autre pays, partagée en souveraineté de ce genre. Le compte en a été fait, il atteindrait une dizaine de mille. Or, en 987, l'un de ces barons féodaux, celui qui incarnait de la manière la plus complète et la plus puissante les caractères qui marquaient chacun d'eux, fut porté, sous l'impulsion qui poussait la France à l'organisation de ses forces vives, au sommet du groupe social. Hugues Capet devint roi. Par quel argument Adalbéron, archevêque de Reims, a-t-il appuyé la candidature du nouveau souverain dans l'assemblée des grands du royaume? Vous aurez en lui un père, nul jusqu'à présent n'a invoqué en vain son patronage. Par l'intermédiaire du baron féodal, le pouvoir royal est ainsi sorti de l'autorité du père de famille. Selon l'observation de Hugues de Fleury, XIe siècle, le roi représente dans le royaume l'image du père. Et gardons-nous de ne voir ici qu'une filiation abstraite qui se marquerait par des analogies, des mots, des formules. Il s'agit d'une filiation directe, établie par des textes précis et concrets, formés d'éléments essentiels et dont les conséquences vont se dérouler à travers les siècles d'une manière émouvante. Chapitre 3. Le roi en famille. Après être remonté aux sources du pouvoir royal en France, voyons-en la mécanique, comme aurait dit Saint-Simon. Rien n'est plus difficile pour un esprit moderne que de se représenter ce qu'était dans l'ancienne France la personnalité royale, le caractère des rapports qui unissaient le prince et ses sujets. Balzac, en son génie historique, l'a entrevu. Alors, écrit-il, l'intérêt général est comme un intérêt de famille. Érotif de la Bretonne, le premier roi fut un père de famille. Juste vue de grand romancier que vient confirmer l'érudition moderne.
Paul Viollet, professeur à l'école des Chartes, parle de notre ancienne monarchie. Le pouvoir royal et le pouvoir patriarcal sont à l'origine apparentés de très près. Et Jacques Flac, professeur au Collège de France, le principe royal était alors familial, le roi est le père de famille. Aussi sa femme, comme en une maison bien ordonnée, doit-elle avoir part à l'administration. Elle tient le ménage de la royauté, pour reprendre l'expression des chansons de geste. Paraissant devant le roi, elle peut dire en le saluant « Véchy la vostre amie et vostre trésorière ». Le chambrier, nous dirions le ministre des Finances, et son subordonné. Robert le Pieux se plaît à louer l'habileté de la reine Constance dans la gestion des deniers publics. Quant à Bertrade d'Anjou, que Philippe Ier a fait asseoir sur le trône, elle faisait peut-être trop bien, du moins Yves de Chartres lui reproche de trafiquer des évêchés et dignités ecclésiastiques pour alimenter le trésor royal. Quand Philippe Auguste écarta les femmes du gouvernement, sans doute sous la répulsion que lui inspirait Ingeburge, il rompait avec une tradition 2 fois séculaire. Car la monarchie française, tout en développant à travers les siècles les éléments qu'elle tenait de ses origines, n'en a pas moins été, comme tout organisme vivant, en transformation continue. Mais, ici encore, on trouvera jusqu'au dernier temps de la dynastie les traces des conditions premières. En l'absence de Louis XIV, ce sera la reine qui signera les ordres du roi, autrement dit lettres de cachet. Auprès du père et de la mère, le fils aîné. Dès l'enfance, il figure dans les chartes royales, Philippe Auguste à peine âgé de 5 ans, Louis VI dès sa 8e année. L'accord de ces 3 volontés, roi, reine, fils aîné, est maintes fois exprimé dans les diplômes royaux. Réunis, ils constituaient ce que nous appellerions la couronne. Jouissant de cette inviolabilité, de cette suprême autorité que les hommes du Moyen-Âge attribuaient à la Trinité capétienne. Au père, en fait au roi, à la mère et au fils, vient se joindre, si elle vit encore, la reine-mère, la reine blanche comme on avait coutume de l'appeler, car elle portait en blanc le deuil du roi défunt, son époux. Sous le règne de son fils, elle continue de participer au pouvoir. Puis les frères. Leurs droits, dans les premiers temps de la monarchie, sont beaucoup plus étendus que ceux dont ils jouiront plus tard sous le nom d'apanage. On est en famille, et, pour privilégier que soit l'aîné, les cadets n'en ont pas moins leur part dans une gestion commune. Ainsi, pour nous résumer, dans les premiers âges de la monarchie, ce fut la famille royale qui administra le pays sous la direction de son chef. À la famille immédiate du prince se joint son conseil, qui comprend, comme le conseil du seigneur féodal, les parents du suzerain, messeigneurs du sang, ses alliés et des personnages de confiance. Mais ces derniers, par cette même extension des cadres de la famille qui a produit la Mesnie et le fief, sont eux-mêmes assimilés à des parents. À l'image du conseil féodal, celui du prince est ainsi composé de ses proches et des principaux barons, en tête desquels viennent les pairs de France, qui sont pour le roi des cousins, dit Louis V, des parents, des conseillers, des serviteurs. Car tout se confond et s'unit en l'esprit familial qui régit les relations de l'époque. La réunion en formera la cour du roi, Curia Regis. On la voit fonctionner au XIe et XIIe siècle. Souvent aussi la nomme-t-on la chambre du roi à cause du lieu, la chambre, où elle se réunissait, distinguée de la salle qui est destinée aux audiences publiques. Dans les circonstances importantes, le roi désire que son conseil soit en nombre et il convoque ses grands vassaux. À cette occasion, la chambre a été encourtinée, tendue de sandales, étoffes de soie et de tapis. Le roi est assis dans un fauteuil sous un dais. Les seigneurs présents prennent place à terre sur la jonchée. Au moment de prendre la parole, chacun d'eux se lève. Pour se donner une contenance, quelques-uns s'appuient contre le mur. Arrivent des messagers qui apportent des nouvelles jugées urgentes relatives parfois à l'objet de la délibération. Pierre de Montrabé est descendu de cheval. En le voyant, Charles fut tout joyeux. « Pierre, avez-vous des nouvelles de Girard ?»« Oui, comme d'un félon et d'un chien. » Ces mots agitent l'assemblée au point que le comte Manessier se lève. « Sire, faites taire tout ce monde, calmez le bruit et le tumulte et faites asseoir Pierre. »
Pierre prit place auprès du roi. Autour de lui, les chevaliers étaient assis par terre. Or, écoutez les nouvelles qu'il apporta. Girard de Roussillon. D'autres fois, le roi délibère avec son conseil dans l'une des cours de son palais ou sur la terrasse. Un pin protégé contre la chaleur et la bise soufflait doucement, une fontaine coulait par la gueule d'une chimère au préau, où le roi tenait son parlement, délibération, avec son conseil. En été, il arrive que le prince convoque son conseil hors du palais, sous les arbres du verger. Joinville a laissé une vivante peinture de la manière dont se tenaient ces assemblées. La délibération se déroula dans les circonstances les plus dramatiques. À Saint-Jean d'Acre, Saint-Louis reçoit une lettre de sa mère qui lui demande de revenir en France. L'état de son royaume le réclame. Certain dimanche, nous sommes en août 1250, le roi réunit ses frères et ses barons pour leur dire « Seigneur, Madame la reine, ma mère, me prie tant qu'elle peut que je revienne en France. Ceux de cette terre-ci, Palestine, à qui j'en ai parlé, m'ont dit que si je m'en allais, elle était perdue. Pensez-y, je vous prie, et parce que la besogne est grosse, je vous donne répit pour me répondre jusqu'à aujourd'hui en 8. » Le dimanche suivant, les frères du roi et ses barons se retrouvèrent réunis en sa présence, et le roi leur demanda ce qu'il lui conseillait de retourner en France ou de demeurer. À quoi ils répondirent qu'ils avaient chargé Guy de Mauvoisin de parler en leur nom. Mauvoisin se leva et dit « Sire, vos frères et les riches hommes qui sont ici ont considéré votre état et ont vu que vous n'aviez pouvoir de demeurer en ce pays à votre honneur, ni à celui de votre royaume. De tous les chevaliers qui sont venus en votre compagnie, il n'en reste pas une centaine. Aussi vous conseille-t-il de retourner en France, où vous vous procurerez gens et deniers, par quoi vous pourrez bientôt revenir en ce pays pour vous venger des ennemis de Dieu qui vous ont retenus captifs. » Captivité de Saint-Louis, 5 avril 1250, bataille de Mansoura. Le roi ne voulut pas se tenir aux seules paroles du seigneur de Mauvoisin. Il demanda à ses frères, les comtes d'Anjou et de Poitiers, puis au comte de Flandre et à plusieurs autres de dire leurs pensées. Tous s'accordèrent à l'opinion qui venait d'être exposée. Mais le comte de Jaffa, Gauthier le Grand, pria qu'on lui permît de garder la réserve. « Mes châteaux sont en marche, frontière sarrasine, et, si je conseillais au roi de rester, on estimerait que je parle dans mon intérêt. » Sur quoi Saint-Louis insista, et Gauthier dit que, si le roi pouvait tenir campagne pendant une année encore, ce serait à grand honneur. Puis on continua à recueillir les avis, qui s'accordèrent tous à celui de Guy de Mauvoisin. Mais, quand on en vint à Joinville, il déclara s'accorder au comte de Jaffa. En l'entendant, un des assistants se leva, irrité, pour lui demander avec vivacité comment le roi pourrait tenir campagne à si peu de gens. Et Joinville, « Messire, je vous le dirai puisqu'il vous plaît. On dit que le roi n'a pas encore entamé son trésor et qu'il n'a dépensé jusqu'ici que l'argent de ses clercs. Que le roi mette ses deniers en dépense et quand on apprendra que le roi donne bien et largement, les hommes d'armes lui viendront de toutes parts, par qui il pourra tenir campagne pendant une année, s'il plaît à Dieu, et nous délivrerons les pauvres prisonniers faits au service de Dieu et qui ne sortiront jamais si nous nous en allons. » Il n'y avait là personne qui n'eût quelque parent captif des Sarrasins, aussi nul ne dit mot. Mais on demanda encore à Guillaume de Beaumont, maréchal de France, sa manière de voir. Le maréchal déclara que Joinville avait bien parlé. « Je vais vous dire pourquoi », ajouta-t-il quand il fut interrompu par Jean de Beaumont, son oncle, qui lui cria « Vilain langage, rasseyez-vous et taisez-vous. » « Messire Jean, objecta Saint-Louis, vous faites mal, laissez dire. »« Certes non, sire, non ferait. » On le fit taire, après quoi tous les seigneurs présents se rangèrent encore à l'avis de Guy de Mauvoisin, à l'exception du sire de Châtenay qui opina dans le même sens que Joinville et Guillaume de Beaumont. Enfin le roi, levant la séance, « Seigneur, je vous ai bien entendu, je vous ferai connaître ma décision dans 8 jours. » En sortant, les barons bousculaient le sénéchal de Champagne. « Le roi serait four, sire de Joinville, s'il vous croyait contre tout le conseil. » Puis on fit dresser les tables pour le repas. Saint-Louis fit asseoir Joinville auprès de lui, mais ne lui dit mot.
Notre chroniqueur pensait que le roi était irrité contre lui de ce qu'il lui avait reproché de n'avoir mis son argent à l'expédition. En sortant, dit Joinville, j'allai à une fenêtre ferrée, grillée, qui était en une reculée de vers le chevet du lit du roi, et tenais mes bras parmi les fers, barreaux, de la fenêtre. Le roi vint s'appuyer à mes épaules et me tint les 2 mains sur la tête. Je pensais que ce fût messire de Nemours, et je dis « Laissez-moi en paix, messire Philippe ». Par malaventure, au tourné que fit ma tête, la main du roi me chut parmi le visage, et je reconnus que c'était le roi à une émeraude qu'il avait à son doigt. Et il dit « Tenez-vous quoi, car je veux vous demander comment vous fûtes si hardi que vous, qui êtes un jeune homme, m'osâtes conseiller de rester ici, en contre tous les grands hommes et sages qui me conseillaient de m'en retourner. » Joinville arguait de sa bonne foi. « Soyez aise, interrompit le roi, car je vous sais moult bon gré de ce que vous m'avez conseillé, mais ne le dites à personne toute cette semaine. » Et, au dimanche suivant, tous les barons se trouvant réunis en sa présence, le roi parla ainsi. « Seigneur, je remercie beaucoup tous ceux qui m'ont conseillé de m'en retourner en France, et je rends grâce aussi à ceux qui m'ont conseillé de demeurer. Mais j'ai réfléchi que, si je demeure, il n'y a point de péril que mon royaume se perde, car madame la reine a bien des gens pour le défendre. Et j'ai considéré d'autre part ce que me disent les barons de ce pays, que, si je pars, le royaume de Jérusalem est perdu. Mon avis est donc que je dois demeurer ici. Ainsi vous dis-je, à vous tous, riches hommes qui êtes ici, et à tous chevaliers qui voudront demeurer avec moi, venez me parler hardiment, je vous donnerai tant que, si vous voulez rester, il n'y aura ma faute. » Et Joinville conclut. Moult y en eut qui ouïrent cette parole, qui furent ébahis, et moult qui pleurèrent. Ainsi devisait-on dans les réunions du Grand Conseil, au sein duquel ne tarda pas à se former, en un cadre plus restreint, plus précis, le Conseil étroit. Avec conseillers et serviteurs, le roi mène une vie patriarcale. Princes et subordonnés forment une seule maison. Leurs enfants sont élevés ensemble à la cour. Ils y sont instruits au métier des armes et au gouvernement. Ils sont habillés par la reine. Ils forment la mesnie du roi qui les nourrit. Une affection mutuelle doit les unir. « Damoiseaux de ma mesnie, leur dit Charles, aimez-vous les uns les autres. Leur jeunesse anime la cour. En arrivant au logis du prince, le visiteur passe devant la sentinelle qui joue du chalumeau pour tuer le temps. Il entre dans le palais, croise au long des loges, galeries telles les loges du Vatican, les seigneurs palatins qui s'y promènent en devisant. Quelques-uns fredonnent chansons d'histoire ou chansons courtoises, chansons légères à entendre, dit le trouvère Ken de Béthune. Du haut du saulier, premier étage, quelques officiers du palais regardent les jeunes bacheliers qui, dans les cours, jouent à la paume. Les jeunes filles vivent autour de la reine dans la chambre des pucelles, où le poète Jean Renard les montre se coiffant le matin à la aumière avec des branches de porc-épic. Autour de leur souveraine, qui a les cheveux noués dans un cercelet d'or froid, ruban d'or, elles s'asseyent à terre sur des courtes de soie, coiffées de chapelles, couronnes de fleurs. Babillant en travaillant à l'aiguille, occupées à ouvrer pailles et courtines, aumônières et baudriers, attaches de soie et là de haume, chasubles et aubes parées. L'une ou l'autre, ou la reine même, ou tout ensemble, chantent des chansons de toile, ainsi nommées dès le XIIe siècle parce que femmes et filles les chantaient en cousant, et qu'on y voit généralement en scène dames aux pucelles occupées à coudre. Pour joyeuse que pût être l'humeur de ceux qu'abritaient les demeures royales, les bâtiments eux-mêmes en présentèrent jusqu'au XIVe siècle un coup d'œil sévère, mais qui n'était pas dépourvu de grandeur. Vastes salles voûtées aux murs blanchis à la chaux, parfois ornées de rosaces et fleurons de couleur à la détrempe. Les sièges en sont taillés dans l'épaisseur des murs, au long desquels ont également été faits des bancs en pierre de taille. Au reste, la pièce est dégarnie de meubles. Les sièges mobiles sont dépliants. On les apporte pour la circonstance, ensuite ils sont enlevés. Il en est de même des tables qui sont dressées au moment du repas. L'éclairage est assuré par des lustres accrochés à la voûte ou au plafond.
grandes couronnes de métal uni, fer ou cuivre, garnies à leur bord supérieur de picots où sont fichées les chandelles. En certaines salles, l'appareil est plus simple encore. Pendues horizontalement à de lourdes chaînes, des croix de bois qu'on a hérissées de picots pour les chandelles, avec des rondelles de métal à leur partie inférieure pour recueillir la cire qui coule. Le sol est dallé de pierres plates ou d'un carrelage émaillé. Ce sont les salles pavées, les salles pérines, en pierre des chansons de geste. 2 pièces principales, avons-nous dit. La chambre où se trouve le trésor du roi et sa garde-robe enfermés dans des coffres, et la salle où se donnent les audiences publiques. On y répand de l'herbe fraîche, des joncs et des fleurs en été, de la paille en hiver. Philippe Auguste ordonna que l'Hôtel-Dieu de Paris recevrait la jonchée de son palais journellement renouvelée. Les jours de fête et à l'occasion des cérémonies solennelles, des étoffes de couleur, taffetas ou sandales, tapis et tentures ornent les murs. Les chambres des pucelles et de la reine étaient revêtues de lambris de bois. On vit à la cour avec une grande simplicité. Walter Wapp, chanoine de Londres, vint à Paris sous le règne de Louis VII. Il rapporte que, s'entretenant certains jours avec le roi, celui-ci lui fit un parallèle entre la cour d'Angleterre et celle de France. « À votre souverain, lui dit Louis VII, il ne manque rien. Hommes, chevaux, or, étoffes, il a tout en abondance. À la cour de France, nous n'avons que du pain, du vin et de la gaieté. » J'ai noté ces paroles, ajoute l'Anglais, parce qu'elles étaient vraies et courtoises, car il y voyait naturellement un grand éloge à la supériorité de son souverain. On possède les comptes de la cour royale pour 1202-1203, 2 années du règne de Philippe Auguste. Ils répondent à des mœurs très simples. Le roi et les princes de sa famille ne changeaient de vêtements que 3 fois l'an, à la Saint-André, à la Noël et à l'Assomption. Philippe le Bel ne faisait servir à sa table que 3 plats, les jours maigres, 4 plats étaient autorisés. Pour dessert, les fruits récoltés dans le verger royal, réservés d'ailleurs au service du prince et de sa famille, car les officiers de la couronne ne recevaient pour leur part que des noix sèches. En carême, tous avaient également pour dessert des noix, des figues et du raisin. Au repas du prince, chacun peut assister en spectateur, en curieux. La maison du roi est ouverte à tous. Robert de Blois ne se tient pas d'indignation à la pensée d'un prince qui, au manger, ferait clore son lit. Parmi les personnages présents, nombreux étaient ceux qui étaient admis à la table du prince, jusqu'à de simples bourgeois. Parfois, les convives passaient à ceux qui se pressaient derrière eux quelque peu de ce qui leur était servi à eux-mêmes. Au dessert, le reste était réparti entre les personnes présentes, usage qui se conservera jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Le roi des Ribauds avait charge de maintenir l'ordre dans une assemblée aussi nombreuse, à quoi il avait grand-peine, que 2 fois il doit apaiser Noises, Kourou et Mêlée. Les poings carrés se serrent et retombent rudement sur leurs victimes, renversées à terre et qui poussent des cris. On sait comment, à Étampes, le roi Robert, occupé à dîner, fut, à la ferveur d'un pareil désordre, dépouillé par un voleur des franges d'or dont son habit était orné. Les grands vassaux du roi le servent comme il le conseille, car c'est aux âges les plus reculés que remonte l'honneur attaché par l'ancien temps aux fonctions domestiques. Cour du roi qui, suivant les circonstances, change incessamment de caractère. La voici formée en camp de guerre qui se prépare à chevaucher contre l'ennemi. Les barons sont arrivés en armes, coiffés de leurs aumes verts, vêtus de leurs broignes de cuir plaqué de fer, avec lances et écus à or verni. En un autre temps, la cour prend l'aspect d'un concile par l'afflux des prélats, abbés et évêques. On discute de questions de discipline ou administration religieuse, voire d'articles du dogme sous la présidence du roi. Ou bien elle a pris le caractère d'une cour de justice qui prononce des arrêts, des sentences d'arbitrage, assiste aux luttes meurtrières que se livrent entre les lices blanches les champions des combats judiciaires. Les derniers carolingiens résidaient généralement à Laon, le mont long des chansons de geste, hautaine citadelle sur son mont fortifié.
Avec les premiers Capétiens, la famille royale devient vagabonde, incessamment en route sur les chemins de Paris et d'Orléans, allant de Melun à Étampes, de Saint-Denis à Pontoise ou à Compiègne, à Mantes ou à Poissy. Les Aquenets aux arçons, travaillés à jour et qui font en marchant teinter leurs grelots d'argent, les mules ferrées d'argent, couvertes de housses au ton clair, montées par la reine et les filles de sa maison, se groupent en gracieux chevauchés. Mais le plus souvent, princesses et pucelles ont pris place en de longs chars peints à fleurs, surmontés d'arceaux en bois où sont tendues des étoffes de couleur. Les écuyers qui les accompagnent portent à leurs poings faucons, autours et éperviers. Les garçons mènent en laisse chiens et brachets, vautres et lévriers. Avec les sommiers chargés de lourds coffres en bois de chêne bardés de fer, et les chariots couverts de toile qui transportent le trésor et la garde-robe, ils forment de longues files sur les routes sillonnées de fondrières. Suivent sur leurs ronds seins les clercs de la chapelle, de noirs vêtus, mêlés aux queues et aux fourriers, les taboureurs, vielleurs, ménétriers habillés de couleurs verdoyantes, les uns en surcot mi-parti, les autres en manteau et capuce jaune, d'autres en chape et chaussures vertes. Leur cortège est encadré d'une petite troupe de chevaliers. Par-dessus les halliers, dont sont bordés les chemins creux, saillent les pointes des lances en bois de frêne ou baloient les gonfanons aux vives couleurs. Au cou de ces hommes de guerre pendent, par des courroies de cuir, les écus oblongs, les écus de quartier, c'est-à-dire coupés de bandes de métal, les quartiers peints d'emblèmes héraldiques. Les chevaliers sont vêtus de leur haubert à mailles de fer, avec manches et gorgerins. Leur tête s'abrite sous le aume d'acier bruni en forme d'œuf, sur lequel glissent les coups d'épée, le aume à visière et à ventaille qui ne laisse à découvert que les yeux. Quant au pouvoir exécutif, il est tout naturellement entre les mains des domestiques attachés à la famille régnante, groupés en 5 métiers, ministériat, ministère. La cuisine, les chancelleries, la fruiterie, l'écurie et la chambre où se répartissent de nombreux serviteurs, queues, porte-chapes, pâtissiers, oubliers, aideurs, souffleurs, tournebroches, ces derniers étaient parfois de petits toutous, sauciers et galopins qui font partie de la cuisine, et chansons, sommeliers, barilliers, bouteillers et potiers pour les chansonneries. Poulaliers, fruitiers, verduriers, valets de la chandelle et valets de forge, bourreliers, courriers et fourriers, charretiers et furteurs qui composent l'écurie. Enfin, dans la chambre, ce sont les chambellans et les huissiers, les tailleurs, les lavandières, les blanchisseuses et les portiers et les guetteurs, respectivement dirigés par les grands officiers, le sénéchal, le panetier, le bouteiller, le connétable et le chambrier, serviteurs personnels du monarque. Le sénéchal ordonne la cuisine. Il fait allumer le feu pour le repas, il range la table où le roi et ses convives vont s'asseoir. Sénéchal de la victuaille, dit au XIIe siècle l'admirable poète Bertrand de Bar. Il fait crier l'eau, sonner les buccines pour avertir les hôtes du palais d'avoir à se préparer pour le repas et à se laver les mains. Ces crieurs se répandent par la ville afin d'en ramener les convives pour le moment absents du palais. Par la cité, ils vont criant aux chevaliers qu'ils aillent manger. Le sénéchal est l'écuyer tranchant. Il découpe la viande servie à la table du prince. Le repas terminé, Escuel fait torcher et laver. Après quoi, il reçoit du cuisinier un morceau de viande auquel le panetier ajoute 2 pains et 3 bouteilles de vin. Le sénéchal tient en ordre la maison du roi. Son importance s'accroît avec elle à mesure que deviennent plus nombreux les nourris, ceux qui sont élevés par les soins du monarque, admis dans son domestique. Il garde les clés des portes extérieures, il règle l'hospitalité du palais, admet les nouveaux venus, leur indique la place qu'ils doivent occuper à table, leur désigne les logements qu'il leur a fait préparer. Girard de Monglane et son frère se présentent au palais. Dans la cour, ils croisent le sénéchal très affairé. Il est vêtu de fraîche hermine claire. En sa main tient un baston de pommier, signe de son commandement. Il était occupé à répartir l'avoine entre les écuyers pour leurs chevaux.
C'est pour l'exigence de la rime que le bâton de sénéchal dont parle Bertrand de Bar est en pommier. Le bâton du sénéchal était un jonc enchâssé de vermeil à ses deux bouts. Et ce bâton lui servait réellement à frapper les garçons trop lents à la besogne. Le sénéchal vit dans l'intimité du prince. Le roi lui confie l'éducation de son fils. Le titre lui-même, sénéchal, vient du caractère de ses fonctions. L'origine en est un mot germanique qui désignait un serviteur de famille, un domestique. Le sénéchal donne le mot de passe au guet qui veille à la sûreté du monarque. Il a souveraine justice sur les délits ou crimes commis dans l'enceinte du palais. En temps de guerre, il veille à l'arrangement de la tente royale, il suit son maître en ses expéditions, portant son gonfanon. Métier, dit Bertrand de Bar, qui a seigneurie sur tout autre. Par quoi il gouverne la France? Eh bien, doit France avoir en abandon, sénéchal et s'en a le gonfanon. Guillaume d'Orange. Ces fonctions devinrent héréditaires dans les maisons de Rochefort et de Garlande qui les érigèrent à la hauteur d'une vice-royauté. Pour en diminuer l'importance, Louis le Gros retrancha de l'office le service du dapifé, c'est-à-dire l'écuyer tranchant. Enfin, Philippe Auguste supprima le sénéchal, 1211, devenu un danger pour la couronne. À la suite du sénéchal vient le connétable Commes Stabuli, le comte de l'écurie. Il surveille l'écurie du roi, contrôle les distributions de fourrage, achète les chevaux. Il tient la main à ce que les palefreniers, qui s'occupent des palefrois, nettoient bien les stalles. En récompense, il peut placer 4 de ses chevaux au râtelier de son maître et aller prendre à la cuisine un morceau de viande cuite ou de viande crue à son choix. Par cette voie, le connétable devient chef de l'armée. En marque d'honneur, il était autorisé à porter à son flanc l'épée nue sans fourreau. Philippe Auguste lui adjoignit 2 maréchaux. Le connétable étant à son tour devenu inquiétant pour l'autorité royale, par l'importance qu'il avait acquise, l'office en fut supprimé par Richelieu en 1627. Le bouteiller, ainsi que son nom l'indique, commandait aux échansons, comme le connétable aux garçons d'écurie. Sa charge consistait à présenter leurs coupes à leur majesté, à avoir soin de leurs bouteilles. Il distribuait du vin aux hôtes du palais, il faisait garder les anapes, que nus ne les put trembler, voler. Girard de Viane. D'autre part, il administrait les vignobles de la couronne et en gérait les revenus. Il ne veillait pas seulement à fournir la gave du roi, mais à vendre les excédents des récoltes. Il établissait les pressoirs banaux, faisait rentrer les impôts de ton-lieu, de pressurage, de forage, ce qui l'amena à juger les contestations auxquelles ces redevances donnaient lieu. Ainsi s'étendit progressivement l'importance de ses fonctions. Il ne tarda pas à prendre part à l'administration du domaine, à la gestion du fisc, avenues par lesquelles il parviendra à la présidence de la Chambre des comptes. Le bouteiller avait droit pour lui et pour sa famille à tirer du vin du cellier royal. Il avait le droit d'aller à la cuisine, prendre de la viande crue ou de la viande cuite. Que s'il n'était pas autorisé comme le connétable à loger 4 chevaux dans les écuries du maître, il avait, par contre, licence d'aller se choisir des torches et des chandelles au fruitier. Lui revenaient en outre les tonneaux entamés à la cour les jours de fête. À partir du XIIe siècle, ces fonctions étaient devenues héréditaires dans la maison de la Tour. En 1449, Charles VII supprima la charge, devenue trop importante. Le grand chambrier dirige le service des appartements privés. Il a l'intendance des meubles et des habillements du roi. Il introduit auprès du souverain les vassaux qui viennent lui prêter serment de foi et hommage et butine à cette occasion le manteau qu'ils ont vêtu et qu'ils ont dû quitter, par respect, au moment de paraître devant le prince. Dans la chambre se trouve ce que nous appellerions le coffre-fort. Le chambrier en devient trésorier du royaume. Il commande aux valets, aux tailleurs et aux chambellans. Ces derniers ne sont à l'origine que de modestes serviteurs. Mais la comptabilité de l'hôtel, c'est-à-dire du gouvernement, est entre leurs mains. Ils font fonction d'argentiers.
En sa double qualité de chef des valets de chambre et de ministre des Finances, le chambrier est placé, comme nous l'avons dit, sous les ordres de la reine. L'office de grand chambellan, que l'on confond parfois avec celui de grand chambrier, apparaît postérieurement à ce dernier. Le grand chambellan est plus précisément le serviteur privé du prince. Il doit coucher au pied de son lit quand la reine n'y est pas. Et de là vient que, quand le roi tient lit de justice, le grand chambellan est couché à ses pieds. Il portait le sel secret avec lequel le roi scellait ses lettres de caractère personnel, ce qu'on nommait les lettres closes, plus tard lettres de cachet. Le grand panetier a la haute main sur la paneterie. Il sert à table tandis que le sénéchal tranche la viande et que le bouteiller verse à boire. Il surveille la cuisson du pain. Il est responsable du linge de table et fait les nappes estuvées et gardées. D'autre part, il a la visitation et juridiction sur le pain fait par les boulangers de Paris. L'office eut pour titulaires les plus grands noms de France, notamment les Montmorency. Vient enfin le grand chancelier. Son caractère diffère quelque peu de celui de ses collègues parce que, pour domestique, son origine fut également religieuse. Les rois mérovingiens conservaient parmi leurs reliques la petite chape de Saint-Martin, vêtement que le patron des Gaules portait le jour où il abandonna sa tunique à un pauvre. De là le nom de chapelle, donné au lieu où étaient gardées les reliques des rois et celui de chapelain dont furent désignés les clercs qui y étaient préposés. Aux reliques étaient jointes les archives. L'édit chapelain devait tenir registre des serments qui étaient prêtés sur la chape, ce qui les amena quand et quand à la rédaction des actes et des diplômes munis de sceaux. Leur chef fut le chancelier. Celui-ci devait constamment porter le grand sceau suspendu à son cou. On l'appelle « cil qui porte le sel ». Il commande au notaire qui rédige les lettres royales et au chauffe-sire qui les scelle. À mesure que la royauté exerça une action plus paisible et que, dans le gouvernement, une justice d'Europe put remplacer la justice d'épée, le rôle du chancelier grandit en autorité. Il prend le pas sur le bouteiller et sur le connétable. Après le monarque, il est le premier personnage de l'État, le seul des grands officiers autorisé à porter la pourpre royale. Il brille dans les cortèges, vêtu de la robe, du manteau et du chaperon d'écarlate, ou bien de drap d'or sur champ cramoisi, monté sur sa mule harnachée de velours aux franges d'or. Dans l'ost, il revêt, à l'instar du roi, par-dessus le corsier d'acier, une jaquette d'écarlate. Dès 1227, les fonctions du chancelier ont pris tant d'importance que le gouvernement royal laisse la place vacante. Mais, par courtoisie, Cil qui porte le sel continue de recevoir le titre de chancelier et d'en porter le costume, auquel, en réalité, il n'avait plus droit. Tels les 6 grands officiers de la couronne. Ils secondaient le roi dans les divers actes de sa souveraineté, ils le suivaient en tout lieu. Ils consacraient, par leur présence, la conclusion et la publication des actes de gouvernement les plus importants. Leur caractère, si étroitement domestique, s'effaça avec le temps, moins rapidement cependant qu'on ne serait tenté de le croire. Au XVe siècle encore, au seuil de la Renaissance, Charles VII se faisait servir au jour de fête par les grands officiers, suivant le caractère et l'origine de leur charge et, pendant le repas, le grand chambellan faisait la lecture à haute voix. Ces domestiques grands officiers, avec la reine et le fils du roi, avec ses parents, avec les grands du royaume qui composent le conseil étroit, et avec les autres officiers de conditions diverses du palais, forment ce que les textes du temps nomment la famille royale. Leur réunion, où viennent la reine, les princes, les hôtes et les parents du roi, jusqu'à ses clercs et à ses valets, constitue le domestique du souverain, ce que nous appellerions aujourd'hui le gouvernement. Saint Louis ne fait-il pas d'un de ses cuisiniers, Gervais d'Escrennes, un ambassadeur, comme le fera encore Louis XI qui confiera à son maître d'hôtel, le seigneur de Targes, la direction de négociations diplomatiques. Les fonctions domestiques se confondaient donc originairement à la cour de France avec les fonctions publiques. Elles y étaient exercées par les mêmes personnages.
Le même individu était à la fois domestique et fonctionnaire, officier comme on disait, ou, pour parler plus exactement, il était fonctionnaire parce qu'il était domestique. Les 6 grands officiers de la couronne chargés des 6 ministères ne furent cependant pas l'origine des secrétaires d'État modernes. Depuis le XIIIe siècle, on trouve quelques clercs auprès du roi pour contresigner les actes qu'il expédie. Ils sont nommés les clercs du secret. Ils mangent à la table des chapelains royaux. Ils sont les ancêtres des ministres d'aujourd'hui. Origine dont on suit les conséquences jusqu'au XVIIe siècle, où la charge de notaire secrétaire du roi est encore indispensable à qui voudra obtenir une commission de secrétaire d'État. Enfin, dans les cours plénières, la grande cour, qu'il ne faut pas confondre avec le grand conseil, la famille tout entière se réunit. On les nommait aussi cours solennelles, cours publiques et cours larges. Assemblées où le roi tenait ses fêtes à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à Noël, ou bien aux anniversaires de son sacre, de sa naissance, de son mariage, à la chevalerie de ses fils ou de ses frères, aux noces d'un frère ou d'un enfant, fêtes de famille. Ni ordre, ni hiérarchie, ni règlement. Seigneurs et tenanciers, riches et pauvres, une innombrable cohue se presse autour du prince. Dans le palais, dont les murs et les boiseries disparaissent sous les étoffes dont ils ont été tendus, tant il y a chevaliers et gens que l'on y puette son pied torné. La ville que le roi a désignée pour l'assemblée est en liesse, la partie surtout où il a pris résidence, le maître-bourg. La chaussée en est jonchée de menthes, de joncs et de glaïeuls. Les maisons sont drapées de sandales et de baudequins, étoffes historiées. Des courtines décorées de fleurs et de feuillages sont tendues au travers des rues d'un pignon à l'autre en matière de poils, si drus que nul n'y voit les nus, d'où pendent des encensoirs dont la fumée monte en spirale. Au fronton des demeures qui les occupent, barons, chevaliers, écuyers ont fixé leurs enseignes, leurs bannières, armoiriers, pour leurs compagnons adressiers faire connaître leur logis à ceux qui le chercheraient. Le marché est encombré d'une foule accourue de loin, marchands de venaison, de poissons, de volailles, de cire et d'épices, changeurs et colporteurs de reliques, montreurs de lions, de léopards, d'ours et de sangliers. Sur le seuil des hôtels aux tourelles pointues, les sergents fourbissent armures et harnais. Des cuisines vient dans la rue le bruit des mortiers où se pilent les épices, des broches qui tournent à leur chaîne de fer, le bruit des hachettes qui mettent la viande en chair à pâté. Corps, tambours et buccines font éclater dans les carrefours un fracas qui se mêle au chant des cloches, qui sonnent par la ville ensemble. Caroles et farandoles se déroulent partout le bourg. Au soir, les maisons s'éclairent de lumière. Il semble que la ville soit en feu. Une si vive clarté tombe des fenêtres qu'on y voit sur la grand-place comme en plein jour. Peut-être, en leur enthousiasme, les contemporains exagèrent-ils un peu. Jusques avant dans la nuit, barons et bacheliers demeurent à écouter, harpérors et ménestrels qui font un tel tapage qu'on n'en entendrait plus Dieu tonner. Viols sonnent si clairs, et flûtes et instruments, qu'on y put, à mon escient, ouïr le Seigneur Dieu tonner. Il arrive que, par l'innombrable affluence, la contrée où la cour est établie soit mangée comme champ en fleurs sous un vol de sauterelles. Peu de villes étaient assez vastes pour loger le peuple qui affluait, attiré par l'état royal. Sous les murs de la cité, dans la plaine étaient dressés des campements qu'égayaient les toiles aux couleurs brillantes des trèfles et des pavillons bleus, vermeils, jaunes, variés comme la queue du paon, dit un poète, les tentes coniques ou à 2 pentes pentues tendues à des piquets, la pittoresque bigarrure des armoiries qui y étaient peintes en brillants écussons, les boules de verre, les pommes de métal doré ou de cristal qui brillaient à leur fête, jetant telle clarté comme Sergent Cavel, Caveau, si nous en croyons l'auteur Gérard de Roussillon. À l'occasion de la cour plénière, le roi s'est fait faire une robe neuve de couleur noire comme mûre, un chaperon orné de pierres précieuses, un manteau d'écarlate vermeille. Ainsi paraît-il vêtu au festin qu'il préside le jour de la couronne, dis coronae, ainsi nommé parce que le prince porte à cette occasion la couronne qu'un évêque lui a mise sur le front. Le jour de la couronne,
est le jour solennel de la cour plénière, où le roi paraît entouré de sa famille, des princes du sang, de ses sujets. La couronne qu'il a ceinte à cette occasion n'est cependant pas celle du sacre, mais une autre plus légère, qui avait été faite pour Philippe Auguste. Le roi a attaché à sa ceinture l'épée à la garde et au pommeau d'or que l'on peut voir aujourd'hui encore au Louvre sous vitrine dans la galerie d'Apollon. Il a chaussé les bottines de soie azurée, fleur de lys et d'or, il a vêtu la robe de sandales azurées battue aux armes de France et s'est montré ainsi dans le costume le plus auguste de sa majesté à ses sujets réunis. Après quoi, il a repris le vêtement de couleur vermeille, sous lequel il prendra part aux divers repas qui vont se succéder pendant plusieurs jours, durée du Tinel. Le Tinel est la table ouverte à tout venant. Le roi reçoit son peuple, sa famille entière. Sous les voûtes du palais, en ses cours pavées, dans les rues de la cité, sur les vertes prairies qui l'entourent, de longues tables sont dressées où le peuple est convié au cri des héros d'armes. S'assied qui veut. La viande, ce mot désigne au Moyen-Âge les aliments en général, est servie en abondance. L'un happe un poulet, l'autre un chapon. Au carrefour sont défoncés des tonneaux de vin clair. Le prince tient état royal. En ses cours plénières, le roi ne se contentait pas de nourrir ses sujets répandus autour de lui. En son nom, le sénéchal distribuait chapes, surcots, côtes et manteaux, les fourrures, le vert et le gris, les dos, peaux de martre, les beaux atours, garnements et parements, les armes, aumes et haubères, écupins à fleurs, les plats d'étain et les anappes de vermeil, les mules et roncins, palefrois et destriers. Les moines recevaient de blancs buriaux, robes de bure blanche. Aux dames, le roi donnait des pendants d'oreilles, des ceintures d'argent ferré, des draps d'argent ou de sami, brocart. Libéralité nommait les livrées du roi. Puis le souverain nommait les titulaires aux charges vacantes, conférait des bénéfices, accordait des pensions, créait des chevaliers. Enfin se déroulaient joutes et carrousels. Sous les murs de la cité, dans les prés où coulent les eaux vives, chevaliers et bacheliers ont dressé des quintaines où ils font valoir leur adresse. Après quoi, le roi embrasse les dames et congédie l'assemblée. La cour plénière a duré 15 jours. Les tentes sont démontées, barons et écuyers rejoignant leur demeure forment sur les routes de longues chevauchées. Quand vient en mai que l'on dit au long jour, que Francs de France reviennent de la cour, Renaud chevauche avant au premier front. Cours plénière auxquelles viennent se joindre les cours ouvertes, vastes assises où se débattent, se discutent, se tranchent devant le roi des conflits judiciaires, des questions d'ordre politique, financier ou militaire. Le roi siège parmi les siens, soit dans la salle de son palais, tendue de sandales, jonchée de fleurs, soit, quand l'assemblée est trop nombreuse, au dehors, dans la prairie à l'ombre des arbres verts. Autour de lui prennent place les barons du pays. Les résolutions prises étaient qualifiées de décrets. Dès le XIIIe siècle, elles ont force de loi, sans qu'on puisse les nommer des lois. En l'une ou l'autre région du pays, la coutume leur est-elle contraire, elles y perdent leur autorité. Les États généraux n'apparaissent qu'à la fin du XIIIe siècle, en harmonie avec la constitution traditionnelle de la monarchie. Aujourd'hui, les yeux fixés sur les États de 1789, nous ne voyons plus la composition et le caractère de ces grandes assises du Moyen Âge. Les premiers États généraux n'ont été que le Conseil du roi tel que nous venons de le décrire, issu du Conseil féodal, né lui-même du Conseil de famille. Il n'y a pas d'élection pour la plupart des délégués. Toutes seigneuries ecclésiastiques, féodales ou municipales y sont de droit représentées, chacune par son chef, convoqué en qualité de chef de famille. Aussi, les femmes propriétaires de fiefs, les abbesses placées à la tête de communautés religieuses étaient-elles admises. Elles déléguaient un remplaçant, tandis que les sous-vassaux, représentés qu'ils étaient par leurs seigneurs, ne paraissaient pas. Comme les seigneurs fonciers agissaient naturellement au nom de leurs paysans, de leurs sujets des campagnes, le plat pays n'envoyait pas de députés.
Seules les communautés urbaines entrées ultérieurement dans la société féodale déjà constituée étaient représentées par des procureurs élus. Tous ces seigneurs laïcs et ecclésiastiques avaient le devoir de se rendre aux États pour donner au roi aide et conseils, ce qu'ils considéraient comme une obligation dispendieuse, souvent encombrante, non comme un droit utile. À l'instar des cours plénières du XIIe siècle, les États généraux de la fin du XIIIe représentent encore la réunion de la famille royale, groupée autour de son chef, le roi, auprès duquel la reine se tient assise. Aussi, à ces États, ne prenaient part que les pays immédiatement soumis à l'autorité du roi. Les autres, représentés par leurs suzerains, comme la Bourgogne, la Bretagne, la Flandre, la Provence, en étaient exclus. Les premiers États n'ont donc été que la Curia Regis, la cour du roi, en une plus grande extension. La convocation en dépendait de la volonté du prince. En 2 circonstances seulement, elle eût été obligatoire. Premièrement, s'il était arrivé que la lignée de Hugues Capet se fût éteinte et par là, pour reprendre l'expression de Bodin, que la monarchie fût tombée en choix, les États généraux représentant l'ensemble de la famille française auraient dû être réunis pour élire un nouveau chef. Deuxièmement, si, à la suite de revers irréparables, la couronne se fût trouvée contrainte d'aliéner une partie de son domaine en faveur d'une puissance étrangère, le roi lui-même aurait été regardé comme impuissant à distraire un morceau du patrimoine commun. L'autorisation des États lui eût été nécessaire. Quand, en 1789, après une interruption de 75 ans dans la convocation des États généraux, on verra paraître à Versailles des députés élus, la tête farcie d'idées législatives, la réunion en sera encore dénommée États généraux, mais qui n'auront plus que de vagues rapports avec ceux du XIVe siècle. Quant aux ressources qui leur étaient nécessaires, les premiers Capétiens les tiraient de l'exploitation de leurs domaines particuliers, subvenant à leurs besoins sans lever d'impôts, grâce à des revenus personnels, sang et fermage, dont le montant leur était apporté non pas 4 fois l'an, comme il le serait de nos jours, mais aux 3 termes de la Saint-Rémy, la Chandeleur et de l'Ascension. Les Capétiens étaient devenus les plus grands propriétaires fonciers du pays. À Gonesse, à Étampes, ils ont établi des greniers où leurs prévôts font ranger le blé et l'avoine. Ils ont des celliers à Orléans, à Angoulême. Le bois et la venaison leur sont fournis par les forêts dont leurs résidences sont entourées, les forêts de Fontainebleau, d'Yvelines, de Saint-Germain, de Rouvray, Bois de Boulogne. Que si le roi est si souvent en chasse, ce n'est pas seulement pour son plaisir, mais pour alimenter sa table et celle de ses officiers. Et de là aussi ces déplacements incessants, car, au lieu de faire voyager vivres et subsistance, il semblait plus expédient d'aller les consommer sur place. Ou bien le roi se rendait avec sa suite dans telle ou telle abbaye où il jouissait, en sa qualité de suzerain, du droit de gîte. Vastes et multiples exploitations rurales au profit desquelles le prince ajoutait droits féodaux qu'il percevait comme suzerain. Nul impôt public, et pour la raison, comme le note Langlois, que le roi n'avait à subvenir qu'à des dépenses domestiques, conception qui persistera jusqu'à la Renaissance. Après 5 siècles de monarchie, les États généraux de 1484 estimeront encore que les propriétés du roi doivent lui suffire à lui et à toute sa maison, voire aux dépenses publiques. Aux yeux du peuple, l'impôt n'est toujours qu'un secours momentané, une aide pour reprendre l'expression consacrée. Aussi, jusqu'aux 2 derniers siècles de la monarchie, appellera-t-on finances ordinaires les produits du domaine royal et finances extraordinaires le produit des impôts. Quant au pouvoir législatif, il n'existe pas. Un père ne légifère pas dans sa famille. Si veut le père, si veut la loi. Comme un père parmi ses enfants, le roi est parmi ses sujets la loi vivante. Les ordonnances du roi, en son conseil, quand elles entrent dans les mœurs, deviennent coutumières, mais les coutumes leur sont-elles contraires, elles s'évaporent comme brume à la lumière du jour. Au XVIIe siècle encore, Pascal et Thomas pourront dire « La coutume, c'est la loi ».
et les Capétiens ne légiféreront plus jusqu'à la Révolution. On sait la célèbre réflexion de Mirabeau. La place que la notion de loi doit occuper dans l'esprit humain était vacante dans l'esprit des Français. Après 1789 seulement, quand le régime patronal aura été détruit, on reverra dans notre pays ce qu'on n'avait pas vu depuis le IXe siècle, depuis les derniers Carolingiens, une autorité législative. Nous n'entendons ni louer, ni blâmer les faits qui nous passent sous les yeux. Nous voudrions tracer un vivant tableau de la vie royale dans l'ancien temps et qui fut, si possible, une représentation fidèle de l'original. Mettre en lumière également l'harmonie des différentes parties qui le composent. Nous voudrions parvenir jusqu'à l'origine de tant d'usages qui nous étonnent aujourd'hui, parce que ces origines ne nous sont plus connues, en comprendre la raison d'être et, par là, le développement de notre ancienne monarchie, telle que les siècles ont vu se dérouler en son évolution ordonnée par les faits, non par le plaisir des hommes.